Cela aurait pu se transformer en l'une des pires tragédies de l'histoire de l'aviation. Il était presque minuit à l'aéroport international de San Francisco, lorsque le vol 759 d'Air Canada s'est approché pour atterrir. Les pilotes, épuisés en cette fin de journée, s'attendaient à un atterrissage sans accroc. Cependant, ils ignoraient que l'aéroport avait une configuration inhabituelle ce soir-là. La piste 28 droite était opérationnelle, tandis que la piste 28 gauche, habituellement parallèle, avait été fermée pour maintenance, ses feux ayant été éteints. Bien qu'ils soient déjà coutumiers de cet aéroport, les pilotes ont commis une terrible erreur. Pensant repérer deux pistes parallèles, ils ont pris la piste centrale pour la 28 gauche plongée dans l'obscurité, et ont cru que la piste de roulement située à droite correspondait à la piste 28 droite. Ce que l'équipage ne savait pas, c'est que la piste de roulement n'était pas vide. 4 avions y étaient stationnés, prêts au décollage, transportant plus d'1 millier de passagers au total. Et l'avion d'Air Canada se dirigeait dangereusement vers eux. Un avis au navigateur aérien contenait des informations essentielles pour les vols, notamment ce détail crucial. Toutefois, ces avis, souvent très longs et complexes, couvrant parfois plusieurs pages, peuvent être difficiles à exploiter rapidement. L'équipage d'Air Canada avait omis de noter la fermeture de la piste. Cette nuit-là, les pilotes réalisaient une approche visuelle, s'appuyant uniquement sur leur perception pour s'aligner avec la piste. Ce procédé, adapté par temps clair, devient nettement plus délicat dans l'obscurité. Fatigués par un long vol en provenance de Toronto, ils luttaient contre l'épuisement. Leur horloge biologique affichait déjà plus de 3 heures du matin. Par ailleurs, les réglementations canadiennes sur le repos des pilotes étaient moins strictes qu'ailleurs. Le pilote avait cumulé près de 19 heures de travail sans bénéficier d'un repos adéquat. À mesure que l'avion s'approchait dangereusement, personne dans le cockpit ne réalisa qu'il suivait une trajectoire incorrecte. Les appareils arrivant à San Francisco adoptent fréquemment un angle léger pour minimiser les nuisances sonores au-dessus de la baie. Il est donc habituel qu'ils apparaissent légèrement décalés aux yeux des contrôleurs aériens. Toutefois, cette caractéristique ne fit qu'ajouter à la confusion et l'équipage d'Air Canada continua de diriger l'appareil vers le taxiway. Lorsque les pilotes prirent enfin conscience d'une anomalie, ils contactèrent la tour de contrôle afin de faire confirmer leur autorisation d'atterrir. Le contrôleur, occupé à gérer à la fois le trafic aérien et les opérations au sol en raison de l'heure tardive, mit plusieurs secondes à répondre. Il leur confirma l'autorisation, sans se douter que l'avion suivait la mauvaise trajectoire. Simultanément, l'équipage de l'un des avions stationnés sur la piste de roulement contacta rapidement la tour par radio pour signaler le danger imminent. La tour réagit immédiatement, ordonnant à l'équipage d'Air Canada d'interrompre l'atterrissage et d'entamer une nouvelle approche. Les pilotes, réagissant juste à temps, redressèrent leur appareil, évitant les avions au sol d'à peine quelques mètres. Bien que secoués par cet incident, ils réussirent à sauver des centaines de vies. À la suite de cet événement, une enquête approfondie fut menée, et de nouvelles mesures de sécurité furent instaurées. Cependant, des doutes subsistent quant à leur efficacité pour prévenir d'autres incidents similaires. Ces dernières années, le nombre d'incidents évités de justesse a connu une hausse inquiétante. Par exemple, le vol Qantas 32, reliant Londres à Sydney via Singapour, a dû faire face à une urgence critique le 4 novembre 2010. Quelques minutes après son décollage de l'aéroport de Changi à Singapour, un Airbus A380, survolant les îles Rio d'Indonésie, fut confronté à une panne majeure. L'un de ses 4 moteurs subit une défaillance non confinée. Pendant les 2 heures suivantes, l'équipage dut gérer une situation extrêmement tendue, cherchant à évaluer l'ampleur des dommages subis par l'appareil. L'incident s'est produit à 10h01, heure locale de Singapour. Lorsque le moteur a explosé, des fragments se sont logés dans l'aile, causant des dégâts considérables à plusieurs systèmes essentiels. Le système de carburant a été gravement touché, entraînant des fuites et déclenchant même un incendie dans l'un des réservoirs. De plus, l'un des systèmes hydrauliques, critique au fonctionnement des volets et du train d'atterrissage, a été mis hors service. Les freins anti-blocage, indispensables pour assurer un atterrissage en toute sécurité, ont également cessé d'opérer. En parallèle, 2 autres moteurs ont commencé à perdre de la puissance, tandis que les volets, responsables du contrôle de la descente et de la vitesse, ont été endommagés. Malgré l'ampleur des dégâts, l'équipage constata que l'avion restait manœuvrable. Ils décidèrent de survoler les environs de Singapour pendant environ 50 minutes, le temps d'évaluer précisément l'état de l'appareil. Le commandant et son copilote utilisèrent un calculateur d'atterrissage spécialisé pour déterminer si un atterrissage à Changi était possible, bien que l'appareil ait été 50 tonnes au-dessus de son poids maximal autorisé.
Dans un premier temps, le système ne parvint pas à fournir de distance d'atterrissage. Toutefois, en prenant en compte les conditions sèches de la piste, il indiqua que l'avion pouvait se poser, avec une marge de seulement 100 mètres de piste restante. À 11h45, l'avion atterrit finalement sans encombre à l'aéroport de Changi. Toutefois, en raison d'une vitesse d'approche supérieure d'environ 65 km/h à la normale, 4 pneus éclatèrent au moment de toucher la piste. Une fois au sol, un nouveau problème surgit. L'équipage ne parvenait pas à éteindre le moteur numéro 1. Les équipes d'urgence durent donc intervenir pour le désactiver manuellement. L'équipage était confronté à une décision critique. Fallait-il évacuer immédiatement les passagers, sachant que du carburant s'écoulait près des freins surchauffés, augmentant le risque d'incendie? Le capitaine David Evans expliqua par la suite qu'il était finalement plus prudent de garder les passagers à bord jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle, malgré les risques potentiels. Pendant ce temps, le personnel de cabine se tint en état d'alerte maximale, prêt à organiser une évacuation immédiate si les choses empiraient. À cela s'ajoutait une difficulté supplémentaire. L'avion fonctionnait uniquement sur batterie, limitant l'usage des communications à une seule radio pour coordonner les opérations avec les services d'urgence. Par chance, le danger fut écarté, permettant à tous de quitter l'appareil calmement via un escalier. Et les 440 passagers et 29 membres d'équipage ont pu évacuer sans encombre. Au sol, à Batam, des fragments du moteur tombèrent sur une école, des maisons, ainsi qu'une voiture. Mais heureusement, aucun blessé n'a été déploré. Quelques erreurs de jugement auraient suffi à transformer cette situation en catastrophe. Mais l'équipage a fait preuve d'un professionnalisme héroïque. Les investigations ont révélé que la défaillance avait été causée par un petit conduit d'huile mal fabriqué dans le moteur, qui était à l'origine de l'incident. C'était la première fois qu'un tel type de panne moteur se produisait sur un A380, qui était et reste encore aujourd'hui le plus grand avion de ligne au monde. Suite à cet incident, Qantas ainsi que d'autres compagnies aériennes ont temporairement immobilisé leur A380 pour étudier leur sécurité. Un incident comparable s'est produit en 2002 avec le vol 85 de Northwest Airlines. L'appareil avait décollé de l'aéroport métropolitain de Détroit à 14h30, heure de la côte Est. À bord, on comptait 4 pilotes. Environ 7 heures après le début du vol, alors que l'appareil volait à 10 000 mètres d'altitude, un problème inattendu survint. L'avion vira brusquement, s'inclinant sur la gauche. Les pilotes soupçonnèrent d'abord une panne moteur. Le commandant de bord retourna immédiatement dans le cockpit pour reprendre les commandes manuelles. Une situation d'urgence fut déclarée, et la décision fut prise de dérouter l'appareil vers Anchorage. La communication était compliquée, car il se trouvait dans une zone où le signal était faible. Finalement, ils parvinrent à entrer en contact avec un autre vol de Northwest Airlines à proximité, qui relaya leur appel d'urgence vers l'Alaska. La situation était si inhabituelle qu'aucune des procédures d'urgence standard ne s'appliquait. L'équipage contacta alors le siège de Northwest Airlines à Minneapolis pour obtenir de l'aide, mais même eux furent incapables de proposer une solution. Malgré tout, les pilotes unirent leurs efforts pour maintenir le contrôle de l'appareil. Ils utilisèrent les ailerons et ajustèrent la puissance des moteurs, en augmentant celle d'un réacteur par rapport à l'autre, afin de diriger l'avion. Cette manœuvre complexe leur permit d'atterrir sans encombre à Anchorage. Après cet incident, le Conseil national de sécurité des transports et Boeing ont lancé une nouvelle enquête. Un enquêteur a qualifié l'événement de « dramatique », nécessitant une analyse approfondie. L'enquête a révélé une fissure dans le module de contrôle de puissance du gouvernail, entraînant la rupture d'une partie de son boîtier métallique. Ce type de défaillance était inhabituel, car il touchait l'enveloppe externe du module plutôt que ses composants internes. Le NTSB a déterminé que cette fissure avait provoqué un phénomène appelé « durcissement du gouvernail », où ce dernier est bloqué en position maximale, entraînant un virage soudain et dangereux. Ces situations terrifiantes illustrent comment la fatigue, une communication inefficace et des procédures obsolètes peuvent déboucher sur des catastrophes. Cependant, le grand nombre d'incidents similaires dans l'histoire, notamment dans les aéroports américains, soulève la question de savoir si les leçons nécessaires ont réellement été tirées.